passons directement au vif du sujet. Donc, je suis indépendant, j'ai pas 36 bras, mes journées sont limitées en termes de temps, et je dois avoir le plus d'impact possible. Donc, c'est une obsession chez moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je réfléchis avant de faire les choses et j'essaye de prendre celles qui ont le plus d'impact. Ça, c'est vraiment ma manière de travailler. Autre partie, d'accord, la contrepartie. Encore une fois, je suis seul, même si on travaille avec Blaise, on est deux et on est seul, on n'a pas 36 bras. Donc on doit passer le moins de temps possible, être le plus efficace possible, avoir le plus d'impact possible, tout en passant le moins de temps possible. Pourquoi? Eh ben, j'ai pas envie d'être esclave de ma boîte, j'ai pas envie de bosser 500 heures par semaine, bien que ce soit pas possible, on est d'accord. Et puis, à un moment donné, si on veut scaler sa boîte aussi, et la faire progresser, la développer, il faut rationaliser et il faut être le plus productif possible pour maximiser le rendement. Je veux dire, j'invente rien, c'est pas nouveau. Alors, dans cette optique-là, je me suis inventé un outil. J'ai rien à vous vendre, il n'est pas à vendre, il n'est pas forcément à donner non plus. J'ai fait ça sur Data Studio. J'ai pas développé des trucs de fou, j'ai pris une solution qui est existante. Si je vous dis ça, c'est pourquoi? C'est parce que n'importe qui dans cette salle va être capable de reproduire ce que j'ai fait. Je vais vous le montrer en démo. Je vais sortir de ça, je vais vous faire une petite démo. Je l'ai appelé dashboard de diagnostic rapide. Okay. Alors, comment ça se présente? J'ai pas mal de filtres en haut. Ça, c'est des filtres globaux. Ils vont filtrer l'intégralité de ce grand, énorme dashboard. N'ayez pas peur. Je vais vous expliquer les parties. J'ai itéré là-dessus, ça fait à peu près 6 mois, ouais, 6 bons mois que je suis dessus. Aujourd'hui, il est parfait pour moi, pour ma méthode de travailler. Donc ici, je vais avoir les principaux indicateurs du compte sélectionné, d'accord? Je sélectionne un compte ici, une plage de date ici, et je vais avoir les principaux indicateurs, ceux qui me plaisent à moi, avec des évolutions. Ce qu'on voit en dessous, c'est les évolutions par rapport à la période précédente. Donc là, j'ai un mois. Ici, je regarde par rapport au mois précédent. Ensuite, je vais avoir les différentes campagnes. Et là où, pour moi, c'est intéressant, c'est que... Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Tout est en pourcentage. Vous voyez, j'ai pas de données absolues, j'ai des données en pourcentage, c'est-à-dire que je me rends compte que cette campagne, elle coûte 60% de l'intégralité du compte. Tout est en pourcentage. Okay? Et finalement, tout est classé en fonction des coûts. Où est-ce que je vais avoir le plus d'impact? Je vais avoir le plus d'impact sur ce qui coûte le plus. Donc je vais aller taper directement là où ça aura le plus d'impact. Si celle-là, elle fait 60% du compte, et j'arrive à l'optimiser, c'est là où je vais avoir le plus d'impact. Je suis obsédé par l'impact. Et pour ça, mon rapport, il est drivé par les coûts, systématiquement. En dessous, il y a quelque chose c'est pareil, c'est assez compliqué à trouver sur Google Ads. Donc je me suis fait finalement, c'est une copie de celui du dessus. Alors bon, j'ai fait avec les moyens du bord, parce qu'on ne peut pas faire ça nativement dans Data Studio. Donc j'ai juste fait des copies, etc. Mais en gros, j'ai pour chacune des lignes ici des évolutions par rapport à la période précédente. En fait, ce que je voulais, c'était avoir un contexte global et pas avoir à sauter d'onglet en onglet et de devoir faire 50 moulinages pour comprendre, puis on s'est perdu en route. Là, j'ai tout sous les yeux. Donc, si vous avez compris ce principe-là, j'ai la même chose pour les groupes d'annonces, j'ai la même chose pour les mots-clés, et j'ai la même chose pour les termes de recherche. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai des filtrages et ils sont spécifiques à mes rapports. Vous voyez, par exemple, ici, si j'ai envie d'aller plus loin, sur les termes de recherche, on va très très loin déjà dans le détail. Donc j'ai peut-être envie d'avoir plus de plage de temps pour pouvoir avoir plus de données. Donc chaque rapport est autonome et va être filtré sur la date et sur tous les filtres qu'il y a là-haut. Enfin, j'ai la partie visuelle qui est ici. Et donc sur la partie visuelle, j'ai du court terme, donc là je dois être sur un mois, et j'ai la partie long terme, donc là je dois être sur un an ou 13 mois. Et ça me permet, si vous voulez, assez rapidement d'avoir vraiment une vision d'ensemble
Et puis, comme je disais tout à l'heure, par exemple, si je décide d'aller seulement sur une campagne, je viens sur celle-là, le rapport se met à jour de partout. Donc j'ai mes indicateurs phares, j'ai les tendances par rapport au mois d'avant, j'ai des indicateurs croisés, ensuite petite durée, long terme, et j'ai tout à un seul endroit. Voilà. Donc ici, c'est mes indicateurs basiques, on va dire. Là, je vais avoir tout ce qui est score de qualité, vous voyez, donc ça devient facile de comparer finalement. Ça, on est sur un mois, et puis là, on est sur 13 mois. Est-ce que l'évolution, elle va dans le bon sens ou pas? Le score de qualité, c'est, comment dire, un indicateur Google, okay. Il va être important pour nous dans certains cas, c'est pas l'indicateur phare le plus à utiliser, mais plus on augmente le taux de qualité, le score de qualité, moins on va payer cher les clics aussi. Et éventuellement, plus on va être diffusé. Des fois, il nous sape, il nous diffuse moins parce que notre score de qualité n'est pas assez élevé. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis enfin, la dernière partie, sur les conversions. Voilà, les conversions, le détail des conversions, parce que les conversions, c'est un peu une boîte à fourre-tout. On peut mettre plein de choses là-dedans, mais c'est intéressant d'avoir le détail. Évidemment, je peux également trier, d'accord. Si j'ai envie d'avoir que les transactions, tous mes rapports qui sont là en dessous se mettent à jour pour les transactions. Taux de conversion, coût de conversion, valeur de conversion, ROAS, voilà. Ça, c'est mon outil, c'est ce que j'utilise tous les jours. Et finalement, je ne vais plus, ou presque, faire de diagnostic dans l'interface de Google Ads, qui, bien qu'il nous ait vendu le fait que c'est 20% plus rapide, je ne suis pas totalement d'accord, c'est très bon. Et finalement, voilà, je passe ma journée là-dedans, pour faire l'analyse. Revenons à notre présentation. Du coup, je vais passer rapidement, parce que je me suis dit, au cas où il n'y ait pas de Wi-Fi, j'avais prévu un backup, on ne sait jamais. Tout ça pour en arriver là. Voilà. À la base, j'ai réfléchi, pourquoi j'ai créé cet outil. Je me suis dit, j'ai décomposé mon travail. Je fais quoi? Je fais 60%, voire 70% du temps, je passe à analyser. Okay. Comment je fais pour analyser? Et ensuite, je vais passer 30% du temps à faire. J'ai trouvé ce que je veux faire, j'ai analysé, ok, il faut information, réaction. Tac, donc je me fais des listes, ok, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et finalement, le plus gros du temps, c'était l'analyse. Et puis, le plus gros du temps, pourquoi c'est long? Parce que cette interface, elle ne charge pas, il faut faire plein de manipulations pour trouver. Donc, grâce à ce rapport-là, c'est vraiment pour ça que je l'ai créé à la base. C'était pour gagner du temps sur mon temps d'analyse et enlever les temps morts de chargement et de manipulation de l'interface. D'après moi, je gagne à peu près 50% de temps par rapport à quand je faisais dans l'interface. Pour moi, la qualité du travail elle est supérieure aussi. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai montré, le framework de travail, c'est orienté sur les coûts. Et je vais taper systématiquement là où je vais avoir plus d'impact, là où ça coûte le plus cher. Donc, d'après moi, la qualité du travail elle est meilleure parce qu'elle est mieux dirigée. Je me dirige vraiment dans la bonne direction dès le départ. Découverte de nouveaux mots-clés à fort potentiel, je trouve que c'est supérieur aussi. Pourquoi? Parce que si par défaut mon rapport il va être sur les coûts, quand je vais dans les termes de recherche et puis que je me mets en mode retour sur investissement, alors bien sûr je vais trouver des termes qui sont très rentables mais ils ont généré très peu de clics. C'est des niches, mais souvent, pour pas dire la plupart du temps, quand je vais fouiller là-dedans, en fait je me rends compte que c'est des mots-clés que je ne cible pas et qui sont apparus une fois comme ça ou deux fois comme ça et donc qui sont très prometteurs. Et finalement, je me sers de cette information-là pour lancer des nouveaux groupes d'annonces en test. Et donc, encore une fois, il n'y a rien d'impossible à ce que je fais là-dedans qui n'est pas possible d'être fait dans l'interface. C'est juste que j'élimine le c'est plus facile, ça se fait tout au même endroit. Donc, je découvre des nouveaux mots-clés à fort potentiel, d'après moi, beaucoup plus vite dans cet outil. Ça veut encore une fois pas dire qu'on ne peut pas le faire dans Google Ads. Et puis, il y a quelque chose qui est top aussi. Il se trouve que j'ai plusieurs clients. Il y en a qui ne ciblent que la Suisse. Ils vont par exemple avoir 5 entités à différents endroits. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des campagnes pour Lausanne, on fait des campagnes pour Fribourg, on fait des campagnes pour Genève. Et finalement, souvent, on va utiliser les mêmes mots-clés dans les campagnes. C'est un peu des copies. On prend une copie et puis ça, on cible des zones différentes.
L'avantage de cet outil-là, c'est qu'il agrège les données en fait. Si je laisse sur le compte au global, si j'ai les mêmes mots-clés et les mêmes termes de recherche, mais scindés dans plusieurs campagnes, bah là, tout est agrégé. Et finalement, je vais apprendre plus vite. Par exemple, j'ai 50 clics à Lausanne, j'en ai 25 à Genève. Bah voilà, là j'ai tout à un seul endroit et tout est agrégé. Encore une fois, on peut le faire aussi dans Google Ads, mais là c'est beaucoup plus facile et c'est fait comme ça de base. Et donc, voilà, moi ça me permet plus rapidement de détecter quand il faut modifier les choses, ou quand il faut arrêter, ou quand il faut pousser. Deux choses, je vous ai dit, l'impact, un maximum d'impact, et puis le temps, d'accord? Passer le moins de temps possible. Donc comment on fait pour passer le moins de temps possible? Ben, il y a un outil gratuit qui existe pour ça, et qui est exceptionnel. Ça s'appelle Google Ads Editor. Alors en fait, mon quotidien, hormis être assis sur mon canapé, je switch entre d'un côté mon rapport, mon dashboard de monitoring rapide, et de l'autre côté Editor. Et finalement, je danse avec ces deux trucs-là à longueur de journée. Gain de temps par rapport à l'interface web, vraiment on est au moins à 50 à 60%. Vraiment, ce qu'on peut faire en masse dans Editor, c'est fou. Si aujourd'hui vous gérez des comptes Google Ads et que vous n'utilisez pas l'Editor, vous passez complètement à côté. Ça vous permettrait de gagner un temps fou. Donc on arrive à la deuxième partie. Là, c'est plus partager avec vous ce qui marche d'après moi, d'accord? C'est ce que moi j'utilise actuellement et qui fonctionne pour mes clients. La première, c'est avoir un bon tableau de bord. C'est la base. Après, je suis gestionnaire de compte, je veux dire, j'ai beaucoup de comptes à gérer. Forcément, si vous avez un seul compte à gérer, votre situation, elle est différente de la mienne. Si tant est que vous travaillez dans une agence, ou peu importe que vous avez plusieurs comptes à gérer, vous devez absolument monitorer. Ça, cet outil-là, j'y vais au pire une fois tous les 2 jours. Au pire. Parce que quand on fait une modification sur Google Ads, on ne peut jamais savoir si elle va être bien ou pas. On pense qu'elle est bien, parce qu'on pense qu'on fait bien son travail, mais en réalité, il faut le vérifier. Donc c'est pour ça que j'utilise systématiquement ce monitoring. C'est la routine. C'est-à-dire, je me lève, la première chose que je fais, quand je me mets à travailler, je vais sur ce truc-là et je fais le tour des comptes pour m'assurer qu'il n'y a pas de truc qui déconne. J'avais à un moment quelqu'un que j'ai formé qui me disait j'ai peur, ce compte-là il est quand même gros, ça dépense beaucoup, j'ai peur de faire des conneries et puis que ça ait un impact négatif assez fort et assez vite. Je disais mais en fait tu peux mitiger tes risques, tu as juste à monitorer tes comptes. Tu fais un changement puis tu repasses dessus le lendemain. L'impact, même si tu as fait une connerie, il sera tellement minime, c'est pas grave. Et après, si ça dépense bien sûr 500 000 par mois, tu fais un changement, puis tu repasses dessus dans 30 minutes. Mais c'est le monitoring, juste ça, rien que ça fait la différence, énorme. Ça je l'ai appris aussi à mes dépens. Quand j'ai commencé, j'avais des tout petits comptes, et puis je pouvais me permettre de faire des trucs, puis de repasser dessus un mois après, et puis ça n'avait pas trop d'impact de toute manière. À un moment donné, j'ai commencé à avoir des gros clients, je me suis rendu compte que là, l'impact était beaucoup plus fort et qu'il fallait vraiment monitorer beaucoup plus. Le monitoring, très important. Ça, c'est pareil. Les audiences en search, il faut absolument utiliser les audiences en search. Il y a 2 raisons pour ça. La première, c'est pour apprendre, d'accord? J'apprends, je fais un espèce de profil, un profilage des gens qui vont cliquer sur mes publicités, même si je ne cible pas, vous voyez, tout ça, c'est des audiences en observation, ils appellent ça. Et ça me permet d'avoir une meilleure idée de qui sont mes clients. Et puis, au-delà d'avoir l'observation et d'apprendre dans quelle catégorie Google estime que les gens qui cliquent sur mes pubs sont, on va pouvoir aussi utiliser les audiences en filtre, en ciblage, et par exemple aller sur des mots-clés plus larges ou extrêmement compétitifs, et puis grâce au filtrage d'audience, on les a déjà préqualifiés. On va pouvoir se permettre d'aller sur des trucs où on ne peut pas aller normalement. Soit il y a trop de volume, soit c'est trop cher, etc. On va pouvoir faire ça avec les audiences. Les audiences, ça c'est des audiences in-market, des gens sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google estime que dans les 7 jours par rapport à leur activité dans les navigateurs, sur le moteur de recherche, ils sont sur le marché pour acheter ces trucs-là. Et puis on peut aussi ajouter des audiences qui sont liées à notre site, les visiteurs de notre site, les gens qui ont acheté, etc. Vraiment utiliser les audiences en search. Aujourd'hui, c'est impératif. Tout change, mais rien ne change. Je ne sais plus avec qui je discutais tout à l'heure.
Puis il m'expliquait, mais j'ai beaucoup aimé ton dernier article, tu disais le smart bidding, il faut pas forcément y aller, en ce moment ça déconne. Moi j'aime beaucoup optimiser mes campagnes, mais je fais des groupes d'annonces avec un seul mot-clé, et à l'ancienne finalement, des enchères manuelles, etc. Écoute, c'est simple, j'ai beaucoup fait l'apologie du smart bidding, parce que ça marchait vraiment, pour moi ça marchait fort. Et puis, comme je disais dans ce dernier article, depuis le mois d'octobre 2018, pour moi, ils ont changé les algos. Ça n'a pas été dit forcément, mais ils ont changé les algos et ça marche beaucoup moins bien. Ça marche beaucoup moins bien, c'est beaucoup moins fiable. Ça ne veut pas dire que ça ne marche plus, ça marche encore. Et je dirais dans 50% des cas seulement. Et ça veut dire que dans les 50 autres % des cas, ça ne marche pas. Et le problème, c'est que quand ça ne marche pas, les coûts ils augmentent, la rentabilité elle plombe et la campagne elle dévisse complètement. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc, ce que Google nous dit depuis un moment, c'est ça. C'est OK, arrêtez de segmenter trop vos campagnes, et puis vous faites des fourre-tout, vous mettez en route l'intelligence artificielle, ne vous inquiétez pas, ça va marcher. C'est vrai, dans certains cas, ça mérite d'être testé. Mais moi, ce que je me rends compte aussi, c'est que dans la moitié des cas, une bonne moitié des cas, travailler à l'ancienne avec des structures de campagne, des groupes d'annonces, des mots-clés exacts, des enchères manuelles, ça marche mieux. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça ou il faut faire que l'autre, ça veut dire qu'il faut tester. Mais aujourd'hui, d'après moi, leur smart bidding, il faut qu'ils revoient leur copie. Ça a dévissé depuis le mois de entre août et octobre. Et faites attention au smart bidding. Qu'est-ce que j'utilise aussi? J'utilise des scripts. Il y en a un particulièrement que j'utilise, j'en utilise pas tant que ça, mais il y en a un particulièrement que j'utilise, c'est le script Ngram, d'accord? Les Ngram, il va aller analyser en masse toutes les recherches, tous les termes de recherche de votre compte, et il va vous exporter ça dans un Google Sheet, et il va vous dire, voilà, ces occurrences-là, quand elles sont ensemble, vous pouvez l'avoir par soit un seul mot, soit deux mots, soit trois, je pourrais même en avoir 5 si ça m'amusait, si j'avais des gros comptes. Et puis il va me donner ensuite les clics, les impressions, les coûts, etc. Et puis je vais pouvoir trouver des choses qui ne sont pas rentables, au contraire des choses qui semblent être et puis que je ne cible pas forcément assez bien pour l'instant. Ça, c'est notre job au jour le jour. Enfin, une des parties du job, ça fait on va dans les termes de recherche, et puis on va aller exclure ce qui n'est pas pertinent, etc. Mais dès qu'il s'agit d'aller regarder des longues périodes de temps, il y a des fois des trucs, c'est 2 clics par mois, 3 clics par mois. Enfin, il faut regarder des longues plages temporelles. Ce script-là, il vient en complément de ce que nous, on n'arrive pas forcément à faire manuellement. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Vous pouvez le trouver sans problème en tapant ça sur Google. Ça a été fait par Daniel Gilbert de Brainlab, c'est des Anglais, je crois, qui fait énormément de scripts. C'est un gars que je vous invite à suivre d'ailleurs, qui est très intéressant. C'est gratuit, vous téléchargez le script, vous le mettez dans Google Ads, vous l'exécutez, et puis ça vous donnera ce qu'on a vu juste avant. Attention au smart bidding, du coup, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je vous en ai parlé un petit peu déjà avant. Depuis fin 2018, pour moi, ça marche beaucoup moins bien. Je dirais 50% du temps, vraiment, c'est ce que je me rends compte. Il y a aussi un truc qui est... J'étais vraiment... Je prônais les micro-conversions. Je disais, ok, vous faites du manuel, vous mettez des micro-conversions. Alors c'est quoi? Ça veut dire, vous faites du commerce, la macro-conversion, entre guillemets, c'est les achats. Je veux que les gens ils achètent sur mon site. Mais les gens, pour acheter sur notre site, il faut qu'ils ajoutent au panier. C'est le step avant. Et si on compare, il y a beaucoup plus de gens qui ajoutent au panier que de gens qui achètent. Donc ça nous donnait plus de données, plus de conversions, puisqu'à l'époque, il fallait, pour activer les enchères intelligentes, avoir un volume de conversion minimum. Aujourd'hui, ils nous vendent qu'il n'y a même plus besoin de minimum. Dès zéro, on peut activer les trucs. Mais ça marchait bien. Et puis, finalement, depuis cette mise à jour algorithmique, août-octobre 2018, elle pose problème. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Elle pose plus de problèmes qu'elle aide. Donc, en fait, ça a déréglé pas mal de campagnes. D'un seul coup, elle marchait bien les campagnes, et d'un seul coup, elle ne marchait plus. Je mettais aussi des objectifs intelligents. Ça, c'était finalement, avec le recul, c'est celles qui ont posé le plus de problèmes. Donc, j'ai mis en stop, je suis revenu en manuel. J'ai viré toutes les micro-conversions. J'ai gardé que les macro-conversions. J'ai laissé 15 jours, 3 semaines le temps que ça stabilise. Et puis, j'ai réactivé ensuite les intelligences artificielles. Et là, ça marchait mieux. Pas tout le temps, encore une fois, mais quand ça marchait beaucoup mieux. Donc attention aux micro-conversions, ça a évolué. Je pense que leurs algos ils sont plus précis aujourd'hui,
Et ils ont besoin d'avoir les bons signaux. Et les micro-conversions, par exemple, je me rendais compte que finalement j'avais beaucoup plus de gens qui allaient sur le site, qui ajoutaient au panier et qui finissaient pas. Ça devenait détrimental à un moment donné. J'avais plus d'ajouts au panier, ça montait, puis les transactions elles baissaient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention pour les signaux. Attention aux campagnes fourre-tout automatiques. Les campagnes Smart Display par exemple, j'ai beaucoup étudié ça. Vous gagnez un temps fou. Campagne Smart Display, c'est des fourre-tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dedans on a du display prospectif, on a du display remarketing, ils packagent tout ça, d'accord? Ils nous mettent tout dans un paquet où on ne voit rien du tout, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. La seule chose, c'est on lui donne des inputs, des images, des messages, et on reçoit des résultats. Alors ça fait gagner un temps fou, mais jusqu'à présent, on arrive encore à faire mieux manuellement. Sur des campagnes display où c'est nous qui déterminons les réglages, où on détermine tout ce qu'on veut. Le truc, c'était un peu la conclusion de cet article, c'est si vous êtes un mec comme moi qui est payé pour faire ce travail et que vous êtes bien payé parce que c'est un gros client, il y a du volume, vous avez la valeur nécessaire pour le faire à la main. Le client paye pour votre temps, mais vous lui obtiendrez plus de perf. Par contre, si vous êtes dans une boîte et que vous êtes le seul à gérer ça, que vous n'avez pas trop le temps, ces campagnes-là, elles peuvent avoir du sens. Vous aurez un peu moins de performance, mais vous allez gagner un temps fou. Donc c'est pas taper dessus en disant c'est pas bien, c'est bien dans certains cas et c'est pas bien dans certains autres. Ça dépend vraiment de votre situation. Dans tous les cas, il faut que vous le testiez, parce que quand ça marche bien, c'est un truc de fou. Mais encore une fois, c'est pas la plupart du temps. Il faut tester. On parlait de campagne fourre-tout. Il y a leur nouvelle campagne Smart Shopping. Smart Shopping, c'est pareil, c'est du fourre-tout. Donc on vous dit quoi? On vous dit ok, tu nous donnes un flux de produits, et puis nous on va aller faire du shopping, on va aller faire du display, on va aller faire du remarketing, on va tout faire en fait. Ne t'inquiète pas, les résultats ils vont monter. Le problème c'est qu'on a perdu énormément de contrôle avec ces campagnes-là. On ne peut plus segmenter par produit, on ne peut plus avoir des groupes d'annonces par produit, on n'a plus les termes de recherche. Si vous vous rappelez quelques slides avant, j'ose remonter, mais la campagne découverte, les campagnes automatisées en search et puis PLA, c'est shopping, d'accord? Ça, c'est une slide de 2015 au SMX. Vous voyez, c'est pour ça que tout change, mais rien ne change. Tout ça pour dire, on peut avoir le détail au niveau des produits, la rentabilité, un hack de base, le minimum pour optimiser, si vous voulez aller sur ces campagnes-là. Vous pouvez vous détecter les produits qui sont mauvais, regardez l'ID du produit, et puis ensuite dans Google Merchant Center, vous allez paramétrer des labels, des custom labels. Quand l'ID est égal aux produits qui ne sont pas rentables, alors tu définis que ce truc-là s'appelle pas rentable, et puis ensuite vous allez dans vos... Donc là, c'est juste, une fois que vous avez fait la manipulation, vous vous dites ok, super, voilà, tes ID ont été modifiés, on a mis cette valeur-là. Et ensuite, vous allez dans vos campagnes Smart Shopping, et au moins, vous pouvez segmenter. Vous segmentez tous les produits et vous enlevez les pas rentables. Ça, c'est la base. Il y a beaucoup plus de choses, évidemment, qu'on peut faire avec les règles de flux pour customiser. On peut commencer à scinder les produits en fonction de leur niveau de rentabilité, saisonnière, le niveau de stock, etc. On peut faire des trucs beaucoup plus avancés. Mais à minima, la plupart du temps, je prends des clients qui font du Google Ads et du Smart Shopping et ils font même pas ça. Ils diffusent sur tous les produits et finalement, ils engraissent un peu Google sur des produits où ils ne devraient pas aller, juste au moins les enlever. C'est la base. C'est juste une petite astuce. Les pages de destination. Je vous en parlais tout à l'heure. Les pages de destination, c'est le nerf de la guerre. Je n'ai pas de statistiques officielles. Ce que je vous dis, c'est vraiment du feeling. Mais globalement, pour moi, 40% du potentiel d'optimisation, c'est ce qu'on peut faire dans les campagnes. Et 60% du potentiel d'optimisation, c'est là où on envoie les gens, la page de destination. Ça, c'est vraiment là où on va avoir le plus d'impact. Alors, je vous ai remis un petit cas d'étude. J'avais présenté ça à Ecom pour ceux qui y étaient déjà. Désolé pour la redite, mais pour ceux qui n'y étaient pas, c'est toujours intéressant. J'ai un client dans l'immobilier et leur site a été fait par les gens qui leur fournissent le CRM. On ne peut rien changer et puis ils ne veulent pas en entendre parler. Et on leur disait, écoutez, vos pages, elles ne sont pas terribles, il y a trop de texte, c'est trop centré sur vous, vous parlez beaucoup. Bref. Donc, ce que j'ai fait,
Donc ça, c'est la page originale. Moi, j'ai installé, sans trop leur dire, Google Optimize sur le site. Je veux dire, Google Optimize, ça tue personne, j'ai pas trahi la cause. Et puis j'ai fait des tests, j'ai fait un A/B test. Donc en fait, Google Optimize, il permet de tester des variantes de pages sans jamais toucher au site et sans rien modifier. Et puis on va pouvoir cibler très finement. Et nous, on a juste fait des tests sur nos campagnes Google Ads. Et on n'a rien dit au client, on voulait lui prouver. On s'est dit, si on va le voir avec un case qui lui prouve par A plus B que ces pages elles sont pourries et que s'il nous laissait travailler sur l'optimisation, il y gagnerait vraiment, ce sera mieux que de lui demander la permission. Des fois, pour le bien des clients, il faut faire des choses et leur montrer à faire. Donc c'est ce qu'on a fait. Je veux dire, c'est une itération toute simple, hein, extrêmement simple. J'ai changé le titre au lieu de parler... c'est mieux si j'éclaire ici. Au lieu de parler d'eux, j'ai juste parlé du client, donc j'ai modifié ça. Là, j'ai vraiment essayé de mettre les bénéfices utilisateurs. Là, j'ai essayé de mettre une image pour scinder un peu et que ce soit plus facile à lire. J'ai repris leur texte ici, il n'était pas si mauvais que ça. Bon, je ne voulais pas trop dénaturer. Je me suis dit, s'il y a quelqu'un de chez eux qui tombe là-dessus, je vais me faire appeler Arthur. Donc j'ai voulu y aller tranquille. Et puis j'ai changé. Voilà, obtenez votre estimation gratuite au lieu de simplement nous contacter générique. Alors, ça, c'est les résultats qu'on a obtenus. C'est clairement pas significatif. Parce qu'il n'y a pas assez de sessions, mais en même temps on a fait très attention d'envoyer que sur nos campagnes à nous, on ne voulait surtout pas envoyer ça partout sans leur avoir dit, donc on a fait très attention. Mais malgré tout, moi je regardais finalement les gens qui atterrissaient sur cette page pour essayer de vendre leurs biens, et puis ce qu'ils faisaient ensuite. Donc ce qu'ils faisaient ensuite, c'est les clics, ils allaient sur la page contact, puis là il y a les agences, ils ont plusieurs agences, puis il faut cliquer sur le détail pour voir le téléphone, les coordonnées, etc. Donc j'ai traqué ça, donc là on était a priori, d'après Google Optimize, c'était un vainqueur sans contestation sur ma variante à moi. Et puis sur l'objectif des formulaires de contact, après les gens ils appellent beaucoup, et puis malheureusement comme ils n'ont pas fait leur site de manière top, ils ont 15 numéros de téléphone sur la page de contact, donc on ne peut même pas faire du call tracking. Le call tracking, en tout cas de Google Ads, il fonctionne si on a un numéro par page. Bref, c'est pour la petite histoire. Donc on a traqué quand même des formulaires de contact. Et finalement, on en a eu 4 contre 1. Après, encore une fois, le nombre de visites sur lesquelles on s'est basé, il est faible. Donc, c'est pas extrêmement représentatif. On a pris le risque. On a montré au client. Il a été convaincu. On a modifié. Donc, on a déterminé que cette nouvelle page, ça devenait la page titulaire. Et depuis, on a triplé le taux de conversion. Voilà. Donc, finalement, le résultat est positif. J'ai fait quoi ? J'ai passé 10 minutes à changer un titre, une introduction, mettre une image. C'est tout ce que j'ai fait. On a multiplié par 3 les prospects. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous voyez, quand je parle de l'impact de la page de destination, il est là, c'est clair. Toujours dans la page de destination, j'utilise un logiciel qui s'appelle Unbounce. À un moment donné, il faut créer des landing pages nous-mêmes, parce que si on compte sur les clients pour avoir des sites qui sont optimisés pour la conversion, on risque d'attendre longtemps. Donc on crée des landing pages nous-mêmes et puis on envoie du trafic dessus. Et puis, par exemple, ce bout de texte là, je vais être capable de faire ce qu'on appelle une insertion de texte dynamique. Donc je définis un paramètre URL, je définis un texte par défaut, et puis ensuite le titre change ici dynamiquement en fonction de mon paramètre URL. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que ça, c'est quelque chose qui se produit du côté serveur. D'accord? C'est un petit peu technique. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites une pub sur Google Ads, il y a un robot qui vient regarder votre page de destination et qui va passer dessus. Il va charger la page et il va regarder les mots qu'il y a dessus, puis il va estimer un score de qualité. Puis vous vous rappelez, le score de qualité, plus il est élevé, moins je paye cher. Donc c'est quand même intéressant. Et des solutions en JavaScript comme Google Optimize, en fait, ils chargent la page d'origine et puis ils la modifient ensuite. Alors que là, côté serveur, ça veut dire qu'elle est déjà chargée comme ça. En fait, le robot, lui, il a besoin que ce soit fait du côté serveur. Donc, grâce à cette insertion de texte dynamique, le robot, quand il arrive, il voit ça et j'ai des scores de qualité meilleurs. Puis au-delà d'avoir des scores de qualité meilleurs, si le gars il a tapé pare-brise fissuré, il arrive sur cette page, ça lui parlera plus de voir pare-brise fissuré que de voir un impact. Vous voyez, la différence elle est subtile, mais elle y est quand même et on voit que ça change la donne. Et puis au-delà de modifier le texte, on peut aussi modifier les images dynamiquement. Je pourrais mettre un autre paramètre là-dedans, keyword machin, et image, et avoir une changée. Je vais faire une campagne pour les femmes, je vais faire une campagne pour les hommes, je vais montrer une femme d'un côté et un homme de l'autre. Et ça fait une énorme différence. Et c'est facile à faire. Vous voyez ?
La page de destination, c'est le nerf de la guerre. Et là, on n'est qu'au début de ce qu'on peut faire. Ensuite, un peu de tracking d'analytics. Les conversions, vous vous rappelez, c'est un paquet dans lequel on peut avoir plusieurs actions qu'on va suivre. Et on va pouvoir utiliser des colonnes personnalisées. Et on va pouvoir se faire ce qu'on appelle des tunnels. Je regarde mes campagnes, et puis je vais avoir mon tunnel de vente. Finalement, moi, j'ai des conversions, et puis ça me fait une belle jambe. Mais finalement, j'ai des brochures, j'ai des rendez-vous, j'ai des inscriptions, et là, ça change la donne déjà. Vous voyez, je vais avoir des campagnes qui vont être meilleures pour générer des brochures. Donc là, on est au début du cycle d'achat, et puis je vais avoir des campagnes qui vont être meilleures pour vraiment closer et avoir des inscriptions. Ça, je dois avoir le détail, je veux le comprendre. Ouais, je vais me suivre un peu sur le temps. Allez plus loin que les conversions. Là, c'est des conversions CRM, Salesforce. J'ai importé des trucs Salesforce dans Google Ads. Depuis qu'on a fait ça, donc le compte il existe depuis au moins 2011, c'est un vieux compte, mais depuis qu'on a commencé à faire ça et à importer et à optimiser pour les conversions CRM, les bons leads, d'accord, les vrais, ceux qui ont été validés par les sales et puis que le statut il a été modifié dans Salesforce, puis l'info elle est revenue chez Google, regardez ces courbes de malade. Donc là, le coût par lead, par bon lead, il fait que descendre, et le nombre de leads, il fait qu'augmenter. Et en fait, on va à contre-courant. Si j'optimisais pour les conversions, j'aurais pas ça. Il y a des fois, je fais des trucs, je regarde les conversions, je regarde les bons leads, et je me dis, putain, j'ai optimisé pour la mauvaise chose depuis bien longtemps. Et on change tout, et ça change tout. Ça va? Mieux utiliser l'analytics, c'est pareil, ça c'est extrêmement important. On ne peut pas tout savoir dans Google Ads. Analytics, c'est un pote, il faut absolument l'utiliser, il va nous aider vraiment beaucoup. Donc, il faut le personnaliser un petit peu. Par exemple, ça c'est les pages de destination, et puis je vais être capable d'analyser un petit peu. Il faut savoir que là, le client en question, c'est pas un site e-commerce. Lui, il fait du e-commerce, mais il vend par des landing pages et du copywriting, des pages qui font moins 1 mètre de long. Donc du coup, ça nativement on l'a pas. Donc j'ai mis en place des trackers pour pouvoir avoir une espèce de funnel d'achat et pouvoir comparer. Utiliser l'analytics à fond pour avoir ces trucs-là. Ensuite, au niveau des pages, le comportement des pages, là c'est pareil, toujours sur les pages de destination. Vous vous rappelez, on cherche à optimiser les pages de destination. Je focalise mon attention autant sur les pages de destination que sur les campagnes, et de plus en plus sur les pages de destination. Donc je dois mesurer, donc je vais regarder, ok, bah, tes pages elles font 1 mètre de long, comment pour les différentes pages, les gens descendent dessus, et puis, puisque ces pages elles sont hyper longues, bah, des fois le call to action il apparaît genre à 60% de la page. Alors je m'intéressais, je me disais, mais, finalement on regarde un taux de conversion, mais donnons-nous un peu de contexte, c'est le taux de conversion des gens qui ont été plus loin, mais par rapport à, enfin, combien il y en a qui l'ont vu seulement ce call to action, c'est la base, combien il y en a qui l'ont vu. Donc on a mis en place des trackers et puis ça nous permet de comparer. On se rend compte que plus la page elle a un taux de vue de call to action important, plus la valeur de la page est élevée. Ça peut paraître évident, mais tant qu'on n'a pas mesuré, on ne le sait pas. Julien en parlait tout à l'heure, vraiment personnaliser un peu les canaux. Quand j'ai pris le compte, il y avait du Other, il crevait le plafond, il n'y avait que ça, Other, on ne peut trop rien en tirer. Donc j'ai commencé à segmenter un peu, j'ai pas pu tout segmenter parce qu'eux-mêmes ne savent pas me dire tout ce qu'ils font et tout à quoi ça correspond, c'est assez fou. Mais finalement, voilà, on va commencer à avoir beaucoup plus de détails, emailing interne, externe, paid search, paid social, et puis on va pouvoir mieux comparer. On va pouvoir mieux comparer, et puis c'est toujours pareil, on optimise par comparaison. Donc je vais aller regarder un petit peu les canaux qui marchent mieux, pourquoi, comprendre, regarder qu'est-ce qu'ils font, et puis qu'est-ce que je peux moi en retirer pour faire ça ensuite sur mes campagnes Google Ads. Troisième partie, bon on est à peu près dans les temps, allez je me dépêche. Comment je vois l'avenir? Pro c'est l'optimisation des conversions, d'accord? L'optimisation des pages de destination, Pro Analytics vont prendre de plus en plus de place. Pourquoi? Parce que les campagnes, elles vont se faire de plus en plus automatisées. Ça, c'est pas officiel, c'est ce que moi je pense. Mais je pense que bientôt, le crawler passera sur le site, il regardera ce qu'il y a dessus, et puis ils nous proposeront les mots-clés, ils nous proposeront les annonces, on aura juste à cliquer dessus, puis on n'aura plus rien à faire finalement pour la création des campagnes. Donc il faut trouver de la valeur à apporter ailleurs, et puis il faut se réinventer. Pour rester dans le coup sur l'acquisition, il faudrait être cross-canal. Si je suis un gars qui fait que du Google Ads, je suis mort, d'accord? Il faudra avoir une vision plus stratégique, être capable d'orchestrer des stratégies d'acquisition multicanal. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça va l'être encore plus. Avoir des compétences business au sens large, c'est déjà extrêmement important et extrêmement apprécié. Quand je vais dans un rendez-vous avec les clients et puis qu'ils commencent à me parler de campagne, puis que je vois que leur business model ou leur offre ne tient pas la route, je leur dis, et ils aiment,
ils aiment beaucoup pouvoir être conseillés. La plupart du temps, l'entrepreneur, il a une idée, il croit dur comme fer, et puis les copains lui disent que c'est bien, et puis finalement, il se heurte au marché, puis il se casse la gueule. Si quelqu'un lui dit avant qu'il engage des sous, c'est mieux. Donc il faut absolument se former au business et aux compétences business. Je vous recommande le Personal MBA. C'est des 100 livres à lire pour avoir des compétences business. C'est exceptionnel. Ça, c'est pareil, c'est mon interprétation. À mon avis, Google il va court-circuiter de plus en plus les agences. Pourquoi? Pour les petits clients, tout va être tellement automatisé que finalement, ils n'ont plus besoin de nous. Il y a les petits clients aujourd'hui, vraiment les tout petits, ils n'ont pas les moyens de prendre une agence, donc eux, de toute façon, ça ne fera pas de tort. Mais eux, ils vont commencer à faire de la pub. Ça, c'est un gros gain potentiel pour Google. Et par contre, il y a tous ceux du dessus qui ont un petit budget, qui ont une agence, c'est des petits clients pour nos agences. Ceux-là, ils n'auront plus besoin de nous, à mon avis. Pour les clients moyens et gros, ils vont prendre de plus en plus en direct. Ça a déjà commencé. Les clients qui sont dans un MCC première partenaire, ils sont contactés par Google et on leur dit je vais vous aider, etc. Enfin, je sais qu'il y a des gens dédicacés. Je travaille avec Google sur un gros compte. Ils étaient gérés par Google en direct. Aujourd'hui, on a partagé le gâteau ensemble. Mais je sais que ça se fait de plus en plus. Et il n'y a pas de raison pour laquelle ils arrêteraient. Et à mon avis, encore une fois, c'est mon interprétation, mais à mon avis, ils vont continuer. Donc ils vont nous disrupter. Après, ils ne vont pas faire que des heureux. La plupart des gens avec qui je parle et qui me disent on a été géré par Google, ils me disent la seule chose qui les intéresse, c'est qu'on dépense plus. Donc nous, on va de plus en plus se poser en barrière en disant ok, je suis garant des intérêts, je vais utiliser la solution Google, mais t'inquiète pas, je veille au grain. C'est déjà de plus en plus le cas aujourd'hui aussi. Google vassalisera encore plus les agences premières partenaires. Je dis ça parce que je suis première partenaire, je sais qu'il y en a d'autres dans la salle. Pourquoi on est noté aujourd'hui, on a des scores sur notre capacité à mettre en route leur smart bidding et leurs produits complètement automatisés. Et puis si on ne le fait pas et qu'on résiste en disant maintenant c'est pas dans l'intérêt de mon client, ça ne marche pas, on a des mauvaises notes. Puis si on a trop de mauvaises notes, on peut se faire virer. On peut sortir de leur programme. C'est pas clairement dit, encore que. Donc, comme je disais, Blaise qui était à San Francisco, il y a beaucoup de gens, y compris des Américains, qui sont plus en avance sur nous, et a priori, il y a certaines rumeurs, c'est des rumeurs, d'accord, je veux pas... Il n'y a rien de sûr, mais il semblerait que ce score va devenir public, et puis qu'on se servira de score pour comparer les différentes agences. Au final, ces scores, c'est que dans leur intérêt à eux. C'est que dans leur intérêt à eux. Leur smart bidding et leur campagne fourre-tout, quand ça marche, c'est bien, mais c'est pas la majorité du temps, et quand ça marche pas, c'est vraiment un problème pour les clients et ça coûte plus cher. Et nous fliquer et nous dire il faut faire ça absolument et nous mettre la pression et quitte à nous faire sortir de leur programme, enfin voilà, à mon sens, c'est pas bien. Et voilà comment je vois l'avenir. Il y aura ceux qui voudront continuer à jouer le jeu et puis qui seront finalement le bras armé de Google pour dire aux clients il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai parlé encore avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait on travaille avec une grosse agence, ils nous ont mis les enchères automatisées, les coûts explosent, ça marche moins bien, on n'est plus rentable, on va crever, et quand on leur dit, ils ne veulent pas changer. Pourquoi? Parce qu'ils ont une note et qu'ils veulent garder la note. Bref, en résumé, optimiser les comptes pour l'impact, utiliser Google Ads Editor, mitiger les risques en monitorant vos comptes aux 24-48 heures, si vous en avez beaucoup, vous pouvez faire un peu moins si vous en avez moins, utiliser des scripts Ngram, tirer parti des audiences en search. Pour l'instant, les groupes d'annonces à un seul mot-clé et de la segmentation à l'ancienne, ça marche mieux que les campagnes fourre-tout. Ça va changer. Ils font évoluer ça tout le temps. Je ne crache pas dessus et je ne tape pas dessus par plaisir. Ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas clairs dans leur discours. On a des notifications partout qui nous disent « vous aurez 15 fois plus de conversions si vous passez aux enchères, machin, etc. » C'est pas vrai dans tous les cas. Et c'est ça qui me dérange. Et quand c'est pas vrai, ça coûte aux clients beaucoup, beaucoup. Et finalement, le seul gagnant, c'est Google. Donc attention à ça. Les campagnes full automatiques, c'est des boîtes noires. Ça peut vous faire gagner du temps et être appréciable dans certains cas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas trop de temps ou que le client ne vous paye pas beaucoup, allez-y. Ça peut faire très bien le job. Mais ça perd un peu de performance par rapport à si vous faisiez le travail manuellement, la plupart du temps. Encore une fois, c'est à tester. Page de destination, c'est le nerf de la guerre. Utilisez Optimize, utilisez des builders de landing page pour faire mieux que les sites de nos clients, qui la plupart du temps sont quand même assez pourris. D'un point de vue conversion, ils peuvent être design, ils peuvent être jolis, mais d'un point de vue conversion, c'est une catastrophe. Utilisez davantage l'analytics. Formez-vous dès maintenant à l'analytics et à l'optimisation des pages de destination. Ça prolongera votre valeur sur le marché et votre employabilité dans le marketing pour les années à venir.
Et formez-vous aux autres plateformes publicitaires, techniques d'acquisition, apprenez à créer des stratégies transverses. Et lisez le Personal MBA. Voilà. 12h14.